Bonjour Laurence de Villers. Bonjour. Tu es professeure à la Sorbonne et chercheuse au laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur, et ta recherche porte sur l'affective computing. What is this? Alors l'affective computing est né dans les années 90. Je le raccroche en général au livre qu'a proposé Rosalind Picard, qui s'appelait Affective Computing. C'est trois domaines, trois technologies plutôt on va dire, dans un domaine qui est l'affective computing, qui sont détecter les émotions des humains en interaction avec une machine, construire des systèmes qui prennent en compte l'importance des facteurs affectifs dans la décision, et enfin qui peuvent générer des émotions, de l'humour, de l'empathie. Tu es très prudente par rapport à un nombre de prospectivistes qui prédisent la toute-puissance de l'ordinateur sur l'homme. Qu'en penses-tu ? Alors, la toute-puissance de l'ordinateur sur l'homme, je pense que c'est quelque chose qui effraie beaucoup et qui n'est pas scientifiquement prouvé. Donc, à part être de la futurologie, je pense que personne ne sait ce qui va se passer. Et pour l'instant, je préfère être pragmatique, réaliste, en regardant le niveau en fait, de technologie de tous ces systèmes, que ce soit des chatbots ou de la détection des émotions ou de l'IA en deep learning, qui a des biais aussi dans ses performances. Du coup, il faut rester raisonnable sur les apports. Et pour autant, ce sont des machines qui, bien que ce soit de l'IA spécifique, c'est-à-dire que quand on entraîne un système, il est doué pour une certaine tâche spécifique et pas du tout pour d'autres, il ne sait pas s'adapter tout seul. Malgré ça, c'est extrêmement important de commencer à comprendre comment on pourrait les utiliser au mieux en complémentarité avec l'humain dans différentes tâches, différents métiers, que ce soit pour les médecins, les avocats ou pour la vente en général. Certains même affirment que les robots pourraient penser, d'autres pensent qu'ils pourraient même souffrir, et enfin qu'ils auraient même une certaine conscience d'eux-mêmes. C'est poussé très loin ? C'est poussé très loin dans le fantasme, même si naturellement l'humain projette sur la machine des intentions, des comportements, de l'affectif que la machine n'a pas. C'est l'humain qui crée en fait cette illusion. Alors, il est aidé par le chercheur qui, de temps en temps, va mettre dans cette machine de l'affect également. Maintenant, le chercheur, ce qu'il fait, c'est produire des logiciels qui simulent quelque chose. Donc, il n'y a pas de véracité, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas de désir dans ces machines, il n'y a pas de conscience telle qu'on en parle pour un humain. Après, vous avez parlé de la conscience de soi. Conscience de soi, on peut quelque part modéliser dans un robot le fait qu'il ait conscience de lui dans un environnement, qu'il ait conscience de ce qu'il est fait, ce qu'il est dit et fait dans la journée avec quelqu'un. Donc ça, c'est un premier niveau de conscience de soi, d'avoir mémorisé ces informations. Mais ça reste un niveau de mémorisation d'informations factuelles. Mais c'est quoi un algorithme amoureux ? Alors un algorithme amoureux, c'est un algorithme déjà qui vous perçoit, qui s'intéresse à vous. Qu'est-ce que c'est qu'être amoureux en fait ? C'est aussi faire attention à quelqu'un d'autre. Donc finalement, suivant la définition qu'on va donner du mot amoureux, on pourrait dire qu'un algorithme est amoureux. Maintenant, si on pense que l'algorithme amoureux est une entité qui ressent, c'est pas le cas d'une machine. Si on pense que l'algorithme amoureux, c'est quelque chose qui va plus que ressentir, avoir conscience de l'autre, dans sa diversité et dans sa préférence. On est amoureux parce qu'on préfère l'autre. Eh bien ça non plus. À moins que des petits ingénieurs s'amusent à faire cela, et dans ce cas-là, ça sera de toute façon de la simulation. Et puis ils seront rapidement détectés comme non amoureux. On dit que les ordinateurs sont capables d'apprendre. Oui, Qu'est-ce qu'ils apprennent vraiment, les ordinateurs ? Alors en fait, l'apprentissage machine, c'est l'apprentissage automatique dont on parle beaucoup, le deep learning, etc. Ce sont des techniques d'apprentissage, c'est-à-dire que devant un sujet qu'il est difficile de spécifier, par exemple la reconnaissance de chat ou de lion, difficile de dire comment on va décrire cet animal pour le reconnaître dans toutes les photos. Eh bien, au lieu de décrire et de spécifier, on utilise un grand nombre de données pour aller chercher en fait l'information. Donc c'est à partir du choix de ces données qu'on va être capable de modéliser la représentation que l'on cherche à trouver. Et en plus, il faut bien comprendre que lorsqu'on fait ça dans des réseaux de neurones, ce sont en général des approches discriminantes. Donc on n'apprend pas des modèles génératifs d'une forme, mais des modèles différenciants de plusieurs formes. C'est-à-dire que si j'apprends à reconnaître des chats contre des lions,
eh bien, j'aurai sûrement la taille de l'animal qui va jouer, plus d'autres facteurs que la machine va découvrir automatiquement dans les images qu'elle va prendre en compte pour l'apprentissage. Donc ça, c'est le premier niveau d'apprentissage supervisé. Le niveau d'apprentissage non supervisé, qui serait que la machine pourrait apprendre toute seule dans certaines conditions, est un niveau extrêmement intéressant, qui est le Graal des chercheurs à l'heure actuelle, mais c'est extrêmement faible. C'est-à-dire que la machine va apprendre en se servant de la proximité entre les formes, donc de certaines mesures de proximité entre les formes, en déduisant que la forme devrait avoir la même étiquette, même si elle ne la connaît pas. Et donc c'est en aucune sorte une création de quelque chose de très loin finalement de ce qu'elle a déjà en mémoire. Après, il y a plusieurs algorithmes différents. Quand on parle du deep learning, c'est en fait, il faut se rendre compte que c'est une pluralité d'algorithmes très sophistiqués qu'il faut manipuler en sachant faire ce qu'on appelle du tuning, c'est-à-dire en fait les optimiser au mieux pour certaines tâches. Et c'est pas donné non plus à tout le monde de faire ça. Donc il est plus facile d'arriver à un résultat qui serait, ce que j'ai dit, de la bêtise artificielle, que quelque chose de très performant. Parce qu'en fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a cette optimisation des systèmes d'apprentissage, il y a le choix des données qui va jouer énormément. La quantité de données. La quantité, évidemment. Il faut le plus possible de données, mais également les choisir. C'est-à-dire qu'il faut les choisir pour équilibrer les formes qu'on veut reconnaître, autant de chaque sorte, par exemple, qu'il faut qu'elles soient neutres, il faut qu'elles soient équitables, les décisions qu'on va prendre à partir de ces données. Enfin, il y a tout un nombre de facteurs importants pour créer une machine qui sera éthique et qui reprendra les décisions pour le bien-être des humains. Donc, il faut verrouiller tous ces apprentissages et ne pas penser que c'est immédiat. De plus, beaucoup de gens pensent que la machine comprend ce qu'elle est en train de faire. Or, elle comprend rien. AlphaGo a gagné au jeu de Go, et pour autant, il n'en a aucune conséquence, ni positive, ni quoi que ce soit, à moins qu'un informaticien lui ait mis « si tu as gagné, sois joyeux, exprime-le ». Ce sera encore une simulation. Parmi ces algorithmes, on trouve les algorithmes évolutionnistes. Oui, alors dans l'apprentissage non supervisé, on a des algorithmes évolutionnistes dans le sens où ils vont apprendre en continu. Alors ces sujets-là pour moi sont extrêmement importants parce que c'est plus un marteau, c'est pas un objet qu'on utilise une fois, c'est un objet qui va changer de forme au final. Tout à fait. Et du coup, les règles qu'on devrait mettre pour surveiller ces machines qui apprennent sont importantes. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir les vérifier au cours de leur vie. Ce qu'on ne fait pas automatiquement. Ce qu'on pourrait faire automatiquement, mais il faut juste le concevoir. C'est-à-dire que et là, l'éthique est au cœur, là. Mais l'éthique, c'est pas seulement un concept, ce sont des outils que les informaticiens doivent faire, des règles de bonne pratique pour arriver à utiliser ces jaguars de l'apprentissage que sont ces algorithmes de deep learning, parce que c'est génial ce que ça peut faire. Mais pour les utiliser bien, il faut savoir qu'ils font des bons mécaniciens et puis mettre le bon carburant en ayant vérifié qu'il convient à la machine. Merci beaucoup Laurence Villers. Merci à vous. Vous avez avec les technologies un nouvel acteur qui rentre dans un business et qui va faire disparaître, c'est l'industrie de la photographie avec Kodak, et qui fait plus que faire disparaître un acteur dominant, qui change complètement la pratique, les comportements des utilisateurs par rapport